la surpêche, non pas la petite pêche dans son coin, mais vraiment la pêche intensive et l'agriculture intensive sont la raison numéro 1 de l'effondrement de la biodiversité. Donc, on peut gueuler sur les chasseurs, les réserves, tout ce que vous voulez. Là où on aura un levier majeur, une action majeure, c'est sur l'alimentation. Ça ne sert à rien de pleurer sur la biodiversité si on continue de manger comme on mange. Voilà, comme ça, l'info est claire. Vous dire aussi qu'en termes d'eau, parce que évidemment la biodiversité est liée à toutes les ressources que nous avons sur cette terre, 70% de l'eau potable sur terre est consommée par l'agriculture. Si c'était pour faire des aliments pour nous nourrir, on pourrait éventuellement se dire ok, c'est un sacrifice, mais c'est utile. Mais vous allez voir, parce que cette agriculture, finalement, 75% des surfaces agricoles, notamment en Europe, 75%, est utilisée pour nourrir les élevages. Pas nous, mais les élevages. Donc, 70% de l'eau sert majoritairement à nourrir des animaux d'élevage. Alors, je suis, moi, la grande amie des animaux, mais voilà, vous voyez un peu la surface agricole, l'eau, la perte de la biodiversité sont énormément de consommation de ressources et on a les 2/3 des océans qui subissent une pression quant à l'activité humaine qui est létale, c'est-à-dire qui met ces océans en très, très grande souffrance. Donc ça, c'est le constat. Ça plombe un peu. On peut passer à la diapositive suivante. Autre information en lien avec l'agriculture, donc notre alimentation et la dégradation de la biodiversité avec la dégradation des habitats. 63% de la forêt amazonienne aujourd'hui est déjà détruite et elle est en train d'être encore détruite pour l'alimentation des animaux ou pour faire paître du bétail. 63% du poumon de la planète, puisque la forêt amazonienne, c'est comme ça qu'on la nomme, du poumon de la planète, est ravagée pour élever des animaux. 24 millions d'hectares de forêts tropicales ont disparu en 15 ans, en 25 ans, pardon, pour la production d'huile de palme. Rien que l'huile de palme. Et l'huile de palme, c'est l'alimentation, mais c'est surtout l'alimentation industrielle, très transformée. C'est-à-dire que vous utilisez, quand vous cuisinez à la maison, vous utilisez très, très peu d'huile de palme, éventuellement dans une margarine, mais quand vous partez des ingrédients de base, vous utilisez très peu d'huile de palme. L'huile de palme rentre dans la composition d'énormément de produits transformés, d'aliments industriels. Ensuite, toute cette agriculture, elle est très loin d'être issue de l'agriculture biologique, enfin, de procéder, d'utiliser des méthodes d'agrologie et donc utilise des pesticides en très, très grande quantité. Ce sont des quantités que vous ne pouvez pas imaginer, qu'on retrouve en quantité très toxique dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les eaux de surface, les rivières, etc. Donc, en plus de tout ça, on pollue le tout. On s'intoxique et on intoxique tous les écosystèmes. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Alors, en lien tout à fait direct avec la biodiversité, les enjeux climatiques, toute cette agriculture, en fait, génère énormément de gaz à effet de serre. Et le plus grand, la majeure partie de ces gaz à effet de serre dans l'agriculture sont encore une fois générés par l'élevage. Donc, ce n'est pas la plantation de carottes pour se nourrir, la plantation de blé, de choux, de salades, d'épinards pour nous nourrir qui pose tellement un problème. C'est l'agriculture pour nourrir du bétail ou pour élever ce bétail sur des terres. On peut passer à la diapo suivante. Donc, après ce constat, alors encore une fois, ce ne sont qu'une toute petite partie des chiffres qui sont disponibles et on a choisi ceux qui pouvaient être les plus marquants pour vous. On travaille sur l'analyse de beaucoup de données techniques, scientifiques qui sont publiées sans cesse et en ce moment, il en pleut des publications qui confirment tous ces éléments. Il est très facile et on pourra vous faire une liste de documents qui sont disponibles pour que vous puissiez aller piocher pour convaincre. Parce qu'il existe des solutions, mais il va falloir s'y atteler sérieusement et avec beaucoup de courage.
Et si on a tenu à faire cette réunion-là avec vous en premier, c'est parce qu'on est persuadé que tous ensemble, là, les 650 établissements qui sont engagés dans la démarche, tous les professionnels qui travaillent auprès des enfants et les familles qui sont aussi mobilisées à vos côtés, on va y arriver, on va s'entraider et on va y arriver. Le sujet n'est pas facile. Donc, il existe des solutions pour changer de pratique et voilà les leviers qu'on vous propose de travailler. Le premier, on vous en a parlé depuis des semaines, des mois, c'est celui qui aura le plus d'impact. Et en fonction de tous les chiffres que je vous ai montrés là, vous allez comprendre pourquoi. Hein, c'est de végétaliser plus nos assiettes. On mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de viande, beaucoup, beaucoup trop de poissons, beaucoup, beaucoup trop de produits animaux. Il faut végétaliser nos assiettes et il y a plein de solutions. La bonne nouvelle, c'est que c'est sympa, c'est gai, c'est bon, c'est goûteux, etc. Donc, ne le prenons pas comme une catastrophe, mais il faut y aller. Deuxièmement, manger encore plus local et encore plus issu de l'agriculture biologique. Les pesticides sont le poison de notre société, le poison du XXe siècle et du XXIe siècle. On développe des maladies chroniques, des cancers, de la stérilité à tout âge. Il n'y a jamais eu autant de cancers chez les jeunes enfants, il n'y a jamais eu autant de personnes stériles, il n'y a jamais eu autant même dans le développement des maladies de type autiste, de type, voilà, il y a même des psychomoteurs. Donc, les pesticides sont mis en cause dans énormément de développement de maladies. Donc, manger toujours plus bio. Troisièmement, évidemment, réduire le gaspillage alimentaire. Si tous les aliments qu'on produit sont utilisés à bon escient et permettent de nourrir une personne, ça sera déjà phénoménal. Donc, continuer finalement de rendre la ligne de production et de consommation plus efficace. Donc, réduire le gaspillage alimentaire. Évidemment, travailler sur nos emballages plastique, même l'emballage papier, enfin, réduire au maximum cet impact sur l'environnement, cette pression qu'on a sur les écosystèmes. Et enfin, la pédagogie, la transmission, le transfert d'informations sur ces sujets pour embarquer le plus de monde possible. Voilà les grands leviers d'action sur lesquels on vous propose de travailler. Diapo suivante. Alors, pour le premier levier, hein, qui est végétaliser l'assiette, mais comment on va faire, quels sont les objectifs? Alors, il y a plein de gens là, qui travaillent sur le 2030, notre société, le monde en 2030, la société humaine en 2030 et aussi en 2050. Et une des dernières études faites par le CNRS, donc un organisme français, dit qu'il faudrait que nous baissions notre consommation de viande, que l'on la divise par 2. Voilà, au minimum et globalement. Ça veut dire que certains la diminueront peut-être un peu moins et il faut que certains la diminuent encore plus. Mais globalement, vous étiez déjà végétarien, il faut que vous consommiez encore moins de viande. Non, je plaisante. Mais ceux qui mangent aujourd'hui des protéines animales, il faut que vous les divisiez par 2. Moi, je suis végétarienne, donc j'en consomme pas du tout depuis 30 ans. Vous, il faut que vous vous mettiez à en consommer 2 fois moins. Donc moi, je ne vais pas réussir à baisser. Je peux travailler peut-être sur ma consommation de produits laitiers. Il faut que je la baisse de 40%. Alors, j'en prends très peu. Je mange très, très peu de fromage. Mais quand même, je vais m'y coller. Hein, je vais continuer de réduire ma consommation de produits laitiers. Il faut qu'on baisse de 40%, donc quasi divisé par 2, notre consommation de produits laitiers. Et les infos, c'est qu'il faut qu'on consomme et qu'on produise plus de céréales et légumineuses. Donc, les légumineuses, haricots rouges, pois chiches, lentilles, pois cassés, etc. Donc, tout ça sont des légumineuses, les fèves. Donc, il faut augmenter notre production et notre consommation de ces produits et il faut augmenter en France et en Europe notre production et notre consommation de fruits et légumes. Donc, bon, tout ça, ça colle. Hein, il faut végétaliser, en d'autres termes. On peut passer à la diapo suivante. Alors, aujourd'hui, ce sur quoi, en fait, je pense qu'il y a débat chez vous, professionnels des lieux de vie, et pour les familles, et pour les institutions qui vous entourent. Là où je pense qu'il y a débat, c'est sur finalement toutes les idées reçues que nous avons concernant le besoin
que nous avons sur ces protéines animales, l'incompatibilité du régime végétarien partiel, hein, avec le jeune enfant, l'incompatibilité du jeune enfant avec les légumineuses. Il y a beaucoup de... On dit, ah mais non, on ne peut pas donner de lentilles avant tel âge, etc. La très bonne nouvelle, c'est que vous avez peut-être reçu les nouvelles consignes de diversification du ministère de la Santé. Eh bien, on indique qu'il faut arrêter d'éloigner les enfants des légumineuses au plus jeune âge et qu'il faut, dès le début de la diversification, leur proposer des légumineuses. Donc ça, j'ai youpi, ça y est, on y est. Donc tout converge. Donc, on a beaucoup de croyances, beaucoup d'idées reçues qui pensent que jusqu'à 3 ans, il faut manger de la viande ou du poisson tous les jours. Jusqu'à 3 ans, il faut avoir la portion de lait tous les jours. Donc, le calcium, on peut le trouver ailleurs. Les protéines, on peut les trouver ailleurs. Maintenant, ça y est, les publications convergent. Et donc, on a de plus en plus d'informations pour montrer que non, on peut, dès le plus jeune âge, avoir un régime qui a moins d'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le climat, et avoir plus de repas végétaux dans la semaine. Donc, il faut savoir qu'une alimentation végétale, alors déjà, bon, il y a la fameuse loi Egalim. La loi Egalim prévoit en fait d'imposer à la restauration collective des repas végétaux chaque semaine. Sauf que les jeunes enfants ne sont pas inclus dans cette loi Egalim. Alors, on ne sait pas pourquoi. On pense que c'est parce qu'il y a eu des craintes de la part de médecins sur le fait de ne pas donner aux enfants suffisamment de protéines pour qu'ils se développent. Mais je vous rassure, les enfants se développent de 0 à 3 ans, mais après 3 ans, ils se développent aussi. Et donc, à l'école maternelle et à l'école élémentaire, on recommande d'utiliser des repas végétaux régulièrement toutes les semaines. C'est imposé par la loi Egalim. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre en application cette loi, y compris dans le monde de la petite enfance. Ça permettrait aussi de faire de la prévention santé. Donc ça, c'est le comble. Hein. C'est qu'on croit devoir donner des protéines animales aux enfants tous les jours en dessous de 3 ans pour leur bien. Mais en fait, en leur donnant ces protéines trop fréquemment, selon les recommandations actuelles, on favorise chez eux le développement plus tard de maladies cardiovasculaires, de maladies dégénératives comme le cancer, certains cancers, le cancer du côlon en particulier, et le diabète. Donc là, on arrive vraiment à faire converger le bien-être des enfants, la prévention santé primaire avec l'impact environnemental. Également, et ça c'est très, très, très important, c'est la diversification. Finalement, on s'aperçoit que l'alimentation végétale, l'alimentation végétarienne partielle, hein, quelques repas par semaine, permet d'élargir le spectre des goûts pour l'enfant. Et c'est super important. Il y a beaucoup de pays dans le monde déjà qui pratiquent cette alimentation et on sait que beaucoup d'enfants ont développé leur goût. Je pense à l'Inde notamment, avec une autre façon de se nourrir, une autre façon de découvrir des saveurs, des épices, des plantes aromatiques qui permettent de développer le goût des enfants. Et également, alors là, je pense qu'il en va de la responsabilité de nous tous adultes actuellement. Vous savez qu'il y avait plusieurs façons de voir les choses, notamment sur le climat et sur la biodiversité, et en particulier sur le climat. Depuis quelques mois, j'entends dire il faut développer un plan d'adaptation de notre société. C'est-à-dire que le climat va changer, quoi qu'on fasse. Alors, il faut évidemment qu'on continue de faire des efforts maximum pour réduire la transformation du climat, mais le climat va changer. Le climat a déjà changé. Il serait complètement suicidaire de faire comme si ça n'était pas le cas et de faire comme si, non, j'allais avoir exactement les mêmes saisons et exactement les mêmes, que je pouvais garder exactement les mêmes habitudes dans ma région, dans votre région. Non, ça a changé. Il faut que je m'adapte. Je vais vous donner une info personnelle. Moi, j'ai un avocatier qui a poussé dans mon jardin. Il a poussé tout seul. C'est un noyau d'avocat du compost. Il fait 4 mètres. Il a poussé tout seul. Je ne l'aurais pas planté. Il y a un bruit. Je ne l'aurais pas planté
mais il est là, bon, bah, c'est une aubaine, je vais peut-être manger des avocats de mon jardin. En revanche, c'est beaucoup plus difficile en ce moment pour les tomates, là, en fin de saison, ça bug. Hein, bon, il faut qu'on s'adapte. Il va falloir qu'on change nos habitudes alimentaires, il va falloir qu'on s'adapte à tout ça. Et il serait criminel de ne pas habituer les enfants à de nouveaux régimes alimentaires qu'ils vont de toute façon subir quand ils seront adultes. 2050, c'est dans un peu plus de 25 ans, donc les enfants que vous entourez au quotidien, ils seront à peine adultes. Donc si on continue de leur donner des habitudes enfants de manger de la viande et du poisson tous les jours, adultes, il va falloir qu'ils s'y collent. Hein. De toute façon, ces aliments-là ne seront plus disponibles dans ces quantités-là. Donc, il est de notre devoir d'habituer les enfants à des modes alimentaires adaptés au monde que nous leur avons fabriqué. Et ça, c'est crucial. Je vais vous donner une autre petite info perso. Je suis végétarienne depuis 30 ans. J'ai 3 garçons qui ont 22, 20 et 18 ans. À la maison, ils mangent végétarien strict. C'est des gaillards, ils font 1,85 m. Quand ils étaient petits, ça les emmerdait un peu parce que quand des copains venaient à la maison, mais pas de steak haché, voilà, on mangeait un peu autre chose. Mais aujourd'hui, ils me remercient. C'est des enfants, des jeunes garçons, des jeunes hommes qui savent manger toutes les légumineuses du monde, toutes les céréales du monde. Et ils ont un palais qui est développé pour tout ça. Ça n'empêche que de temps en temps, ils vont manger des hamburgers ou des... comment ça s'appelle le truc qui tourne là. Vous savez, on racle la viande. Le kebab. Le kebab, voilà. Ils mangent des kebabs, ils mangent des hamburgers, etc. Mais ils ont ça de plus par rapport à leurs copains, c'est qu'eux savent manger végétarien. C'est-à-dire que si demain, adieu le kebab, ils sauront et ils se régalent. Et la salade de pois chiches au cumin, c'est un grand must de la famille. Et ben, ils sont contents d'avoir ça dans leur bagage. La salade de lentilles aux échalotes, ça fait partie aussi des musts de la famille. Et donc, ils savent. Et ils ont cette habitude. Si vous saviez comme je suis fière d'avoir pu leur transmettre ça, c'est un vrai cadeau que je leur ai fait, en dehors du fait qu'on a baissé notre empreinte écologique. Donc, j'aimerais juste que vous, professionnels de l'enfance et de la petite enfance, vous vous appropriez cette mission de donner ce savoir, de donner cette façon de nourrir aux enfants que vous encadrez, que vous accompagnez tous les jours. C'est un super cadeau que vous leur ferez. Et s'il ne devait y avoir qu'un argument à retenir, je pense que c'est celui-ci. Voilà, faites-leur ce cadeau. Voilà, et donc sinon, tout ça, depuis tout à l'heure, je vous dis que tout ça converge, c'est-à-dire qu'en ayant une alimentation plus végétale, on va réduire notre impact sur la biodiversité, réduire notre impact sur le climat, améliorer la prévention santé des enfants, aussi on aura la possibilité d'offrir une meilleure qualité globale de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que les protéines végétales coûtent beaucoup, beaucoup moins cher que les protéines animales, en particulier si on veut donner de la protéine animale de qualité. Donc, vous allez pouvoir faire des économies sur le budget global du repas et augmenter du coup la qualité globale des ingrédients que vous pourrez utiliser pour ces repas. C'est mécaniquement extrêmement performant. Ça a été prouvé par de nombreux cabinets qui travaillent sur l'impact et la monétisation de ces impacts. Un panier plus végétal peut avoir une qualité bien meilleure à un coût constant versus un panier omnivore. Donc, vous allez vraiment pouvoir revaloriser la qualité des ingrédients que vous allez proposer aux enfants. Un des autres arguments que je mettrai peut-être en deux après, faites un cadeau aux enfants, donnez-leur la possibilité de savoir manger pour demain, c'est que ces menus-là sont inclusifs, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de culte, de religion quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'avec le végétal, tout le monde peut manger à la même table. C'est-à-dire que chez moi, je ne demande pas aux gens s'ils sont juifs, musulmans, ceci ou cela. Finalement, moi, mes graines, tout le monde peut les manger. Hein. On s'en est moqué pendant longtemps, mais moi, je n'ai pas de problème avec... tout le monde peut venir manger à ma table, halal, pas halal, comme on veut. Tout le monde est invité à la table. Donc,
c'est aussi au moment où se posent beaucoup de questions sur l'intégration des enfants qui viennent de cultures différentes de la culture chrétienne, catholique, musulmane, judaïque, etc. Voilà, tout le monde est accueilli en même temps et on n'a pas à faire de menu spécifique. Voilà, et puis bon, les mêmes arguments. Le dernier, c'est qu'on a en France, dans nos terroirs, la capacité, le savoir-faire pour cultiver ce plus de légumes et de fruits, ce plus de céréales et légumineuses. Donc, les lentilles, les pois chiches. Aujourd'hui, on cultive aussi du quinoa en France, qui est aussi une protéine végétale très, très utile. Tout ça, on a un très grand savoir-faire et ça nous éviterait d'aller importer des tas de produits qui, aujourd'hui, on a vu les limites de cet exercice. Donc, ça profite aussi, ça valorise les terroirs locaux et ça profite à l'économie locale française. J'ai fini. On peut passer à la diapo suivante. Du coup, les protéines animales et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir dans le chat à la présentation de Claire. En attendant vos réactions, on va demander à Stéphanie Lubrano, qui est présente, de faire un petit témoignage et de participer, de partager avec nous ses pratiques. Et en parallèle, n'hésitez pas à commenter, à indiquer vos pratiques, qu'est-ce que vous faites au sein de votre structure sur l'alimentation et notamment sur ce que Claire a évoqué. Alors Stéphanie, vous êtes là? Manon, peut-être Oui. juste pendant que Stéphanie arrive et pendant que tout le monde répond, on peut annoncer les trois grands pans Bien sûr. qu'on a décidé d'aborder sur l'alimentation plus durable. Donc, on va vous proposer de travailler sur trois séquences principales pendant tout ce quadrimestre. Enfin, on ne sait pas quand est-ce qu'on arrêtera de travailler sur ce champ-là, sans doute jamais, mais en tout cas, le focus, là, c'est sur peut-être les 6 mois à venir. On va vous proposer de travailler sur des modes de production plus durables et qui protègent les écosystèmes et la biodiversité. Donc ça sera un premier grand champ qu'on va adresser et on va vous proposer des outils, des séquences autour de ce thème-là. Manon vous en dira plus tout à l'heure. Le deuxième grand champ, c'est comment s'approvisionner responsable. Donc, ça va vous concerner, ça va vous intéresser. Qu'on cuisine sur place ou pas, il y a des solutions pour s'approvisionner responsable. Et le troisième grand champ, c'est regarder comme ils sont heureux, cuisiner bon, gourmand et sain. Parce que même si le constat fait mal à la tête, même si le constat est un peu anxiogène, tout ça, je vous le promets, c'est vraiment pour des moments de joie, de bon goût, super gourmand. Et puis, on a le sentiment de faire du bien aux enfants, de faire du bien à tout le monde. Et ça décuple l'effet sur les papilles. Voilà. Donc, voilà les trois grands volets qu'on va adresser dans les semaines à venir. Et j'espère que ça répondra à toutes vos attentes. Je ne sais pas s'il y a eu des échanges des points dans le chat et si maintenant Stéphanie est prête. Oui. Moi, je suis prête. Alors, bonjour Stéphanie. Il y a une autre Stéphanie qui nous partage en parallèle que sur la crèche. Donc, c'est Stéphanie Boyer. On fait 2 repas végétariens par semaine et un repas avec des œufs, un repas avec de la viande, un repas avec du poisson par semaine. Le tout provient d'un élevage, le tout provient de pêche et élevage raisonné bio pour les œufs. Il y a Aurélie qui nous indique nous avons inclus 2 menus végétariens à la semaine dans notre structure, un repas avec œufs et un poisson et un viande. Merci pour tes partages. Un autre témoignage qui arrive de Virginie. Personnellement, j'ai déjà diminué la consommation de protéines animales au sein de ma famille. Par contre, sur la crèche, c'est un travail que je dois mener avec mon prestataire de repas qui sert des repas végétariens aux écoles, mais pas à la crèche. C'est un autre sujet. Merci Virginie pour ce témoignage. Du coup, on va passer au témoignage de Stéphanie Lubrano, qui est sur la crèche des 1000 mouches, située à Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne.
et qui a été labellisé en juillet 2020. Stéphanie, je vous donne la parole. Oui. Ben, en fait, ça reprend pas mal ce que vient de dire Claire par rapport aux différentes actions qui vont être réfléchies dans les semaines à venir. Nous, on a déjà mis en place, depuis qu'on est arrivé du coup sur cette nouvelle structure, on est installé à Bray-sur-Seine dans le sud de Seine-et-Marne depuis mars 2020, donc labellisé depuis juillet 2020. Et on a toujours eu à cœur d'avoir le côté nature. On est en pleine zone rurale, donc l'idée de la nature et cultiver un petit peu ce côté nature respectueux de l'environnement appliqué au fur et à mesure des mois qui ont passé. Donc, on a une cuisine sur place, on prépare les repas sur place. On a un potager qui a démarré d'une petite taille l'année dernière, qui s'est multiplié cette année. On fait des ateliers avec les enfants et du coup, on fait aussi des ateliers avec des parents en matinée. Et on est vraiment sur l'idée de l'anti-gaspi, l'idée de la découverte des goûts, des saveurs. Donc, on est ouvert 4 jours par semaine. Et on a 2 jours où on est sur un repas exclusivement végétal. Et puis 2 jours, un jour avec poisson et un jour avec plus bœuf, pour mettre un peu de protéines animales. À la base, ce n'était pas notre volonté première d'introduire de la protéine animale, mais avec les échanges avec la PMI, on a essayé de mettre un peu d'eau dans notre vin et de trouver ce compromis. Mais du coup, ce qui fonctionne effectivement très bien, bah là, c'est des petites illustrations, des petits légumes du potager, des petits temps sympathiques avec les enfants, où on est sur de la découverte autant des matières que du goût, et du coup, aller faire ces petites cultures, voir l'évolution, comment les légumes grandissent, comment on les prépare et comment on les mange. Après, c'est quand même des beaux moments de partage. Donc là, ce qu'on aime pouvoir faire pour l'année scolaire à venir, qu'on n'a pas encore pu mettre en place avec la période Covid qui est passée, c'est ce côté vraiment atelier plus avec les parents sur l'anti-gaspi. Continuer en fait ce travail qu'on a amorcé, la découverte du goût et plus de végétal dans les assiettes, mais aussi dans les familles, parce que ce qu'on amorce à la crèche, l'intérêt c'est que ça puisse se déployer dans les maisons, parce qu'il y a toujours quand même des façons de manger particulières dans les maisons avec un tas de consommation importante de protéines animales. Et ça, pour le coup, on n'en est pas encore à travailler sur ce champ-là. C'est difficile d'atteindre les familles. Donc, à notre niveau, on peut le faire petit à petit, faire découvrir aux enfants ici le repas le midi et le goûter, c'est possible et c'est facile. Mais après, en impliquant les parents, l'idée, c'est de les sensibiliser pour que progressivement, ils prennent des nouvelles habitudes. Mais ça va être, je pense, un travail de longue haleine, en fait. Donc, on a aussi sur les temps de crèche qui complètent des temps de mercredi de jeu en famille. On pourra peut-être davantage avoir des groupes de parents pour faire des ateliers cuisine et retravailler davantage avec les restes du frigo, le végétal dans le jardin, à quoi ça ressemble. On propose des légumes qu'on a dans le potager aux parents. Et quand ils repartent avec, souvent, on voit bien certaines hésitations parce qu'ils voient des légumes qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie. On a des légumes qui ont des formes originales, qui ont des tailles particulières aussi. On est sur du XXL sans mettre d'engrais, mais parce qu'il y a des légumes qui prennent mieux que d'autres. Et c'est intéressant les échanges qui se développent avec ça. Voilà. Donc, une belle aventure qui dit que c'est faisable, en fait. On peut faire plein de choses. Alors après, tout en jouant avec la réglementation, si je joue avec la réglementation, c'est que ce n'est pas toujours d'office en fait une possibilité. Il faut réfléchir à comment on met en place ces ateliers qu'on fait cuisine, ateliers le jardin. On a dû mettre en place des fiches techniques pour le potager, des fiches de suivi de légumes, parce que ça, c'est des exigences HACCP. Après, du coup, il y a des choses qu'on doit réfléchir, parce que si on applique à la lettre la démarche HACCP, ça va peut-être coincer sur les choses faites maison et le potager. Mais après, on peut adapter avec des fiches techniques et c'est faisable. Donc, ce n'est pas tourner autour de la réglementation, c'est comment adapter la réglementation et être dans les clous, tout en pouvant quand même être plus respectueux de l'environnement et être plus acteur de l'environnement. Donc, c'est faisable, il faut juste un peu de réflexion, mais c'est super riche. Stéphanie, peut-être est-ce que vous pourriez préciser comment vous avez échangé avec la PMI, notamment sur ce côté du potager à l'assiette? Alors, au niveau réglementaire, vous voulez dire? Oui, mais même d'un point de vue humain, quels ont été les échanges? Comment vous avez travaillé ensemble et comment ça s'est déroulé?
La PMI, elle était complètement ouverte au fait qu'on ait un potager, qu'on utilise les produits qu'on cultive à partir du moment où on pouvait faire de la traçabilité. Ce n'était pas un souci du tout pour eux. La difficulté qu'on a pu avoir avec la PMI, mais qui n'en est pas une si grande que ça, c'est la diminution de l'apport de protéines animales. Ça, c'était plus complexe. Mais les légumes en soi, tant qu'il y a de la traçabilité possible, ils n'en voyaient pas de problème. Au contraire, ils étaient plutôt très favorables à ça. Les enfants puissent manger plus sain, ils étaient très intéressés sur les modes de culture sans problème. Et alors, il y a Stéphanie qui demande, donc Stéphanie Boyer, qui demande comment faire de la traçabilité justement sur les produits du potager, de votre propre potager. Et ben, du coup, on a fait des fiches techniques où on a pu mettre d'où venait la graine ou les graines qu'on a ou d'où venaient les plants qu'on avait. Et du coup, on met des numéros de lot avec les dates et puis comment est produit le légume, qu'est-ce qu'on met dessus. Et puis voilà, c'est simple en fait, il n'y a pas grand-chose sur cette fiche. C'est juste qu'on sait du coup, si c'est des graines qu'on a achetées, on a le numéro de graines, c'est facile. Si ça n'allait pas, ça veut dire que c'est en provenance de chez quelqu'un, quoi. Donc, c'est du plan de chez monsieur machin qui nous ramène. Là, on n'a pas eu de retour négatif là-dessus. Pour l'instant, voilà, ça a l'air de fonctionner. Et peut-être pour compléter, avec l'équipe, comment est-ce que vous êtes organisé? Comment ça a été perçu? De quoi la mise en place du potager? Oui, tout à fait. En fait, c'est parti d'une volonté de toute l'équipe. En fait, alors après, au démarrage, on avait l'idée de pouvoir plus s'y impliquer. À un moment donné, on n'était pas au complet dans l'équipe, donc on a laissé plus de place à des bénévoles qui géraient le quotidien. À présent, maintenant, on est toutes au complet et du coup, on va davantage réussir à se dégager un peu de temps pour celles qui le souhaitent. Mais l'implication des unes et des autres, elles se font soit sous forme d'atelier avec les enfants, s'il y a l'envie, parce que le potager étant sur place, c'est plutôt simple. Et puis, c'est en fonction de l'envie de chaque professionnel. En tout cas, il est ouvert à tout le monde et selon l'inspiration et l'envie et le projet du moment, ça peut être... il fait partie vraiment des outils pédagogiques. Ok, merci. Alors, il y a pas mal de réactions. Donc, il y a Claire Groslo, du coup, qui nous indique qu'il n'est pas interdit de cuisiner avec les enfants ni de consommer les produits du jardin, mais il faut documenter. Est-ce que Claire, tu vas apporter des précisions? Oui, Stéphanie en a apporté de très précises, très concrètes. En fait, il faut qu'on puisse dire ce qu'on a fait, à quel moment. L'HACCP demande qu'on documente et qu'on trace en fait, les produits qu'on utilise pour, au cas où il y a un problème, pouvoir revenir à la source et savoir d'où vient ce problème et l'éliminer finalement. Donc, ce que vous faites, Stéphanie, même c'est de la traçabilité de très haut niveau. C'est-à-dire que le numéro de lot des graines des tomates que vous faites manger aux enfants, je ne sais pas qui l'a dans toute la restauration collective. Qui connaît le numéro de lot des graines qui ont nourri les enfants à midi? Voilà. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, vous avez une traçabilité. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons, quoi. C'est-à-dire, sous prétexte qu'on sait écrire, vous savez écrire, trouver. Alors, évidemment, ça fait peur à HACCP, c'est un peu des règles comme ça. Surtout, on a évité de nous les faire comprendre. On a dit, attention, c'est compliqué, et puis c'est des experts. Et donc, on a un peu mis la trouille, mais ce que montre Stéphanie là, c'est qu'en notant, ce sont des graines de chez, je ne sais pas, la ferme de je ne sais quoi. Voilà, je les ai plantées à tel moment. De toute façon, dans un petit cahier de jardinier, c'est aussi quelque chose qui est recommandé de faire, de noter ce qu'on a planté à quel moment. Voilà, vous tracez. Et aucun de vos prestataires n'a autant de précision dans les produits qu'il vous fournit. Donc voilà, arrêtons. Vous n'êtes pas débile, vous n'allez pas mettre n'importe quoi dans la terre. Vous utilisez des produits, des graines, j'imagine, issues de l'agriculture biologique ou données par un tiers. Elles sont sans doute bien moins polluées que toutes celles qu'on vend et qui produisent l'alimentation quotidienne des enfants aujourd'hui. Donc, je le dis, arrêtons de nous prendre pour des cons. Et ce que vous avez fait, Stéphanie, c'est génial. Vous avez noté. Voilà. Et pareil pour manger les productions du jardin, la réglementation dit de façon occasionnelle.
Et j'espère bien qu'elle va bouger. J'espère qu'un jour, des crèches pourront avoir leur champ et que les enfants pourront aller ramasser les courges qu'ils vont manger dans la soupe le lendemain. Mais aujourd'hui, c'est de façon occasionnelle. Et occasionnelle, ça ne veut rien dire. Et c'est une histoire d'interprétation. Donc, ça veut dire, nous, l'occasionnel, on fait 4 repas le midi, en fait. Donc, voilà, nos 4 repas, c'est occasionnel, en fait. Parce que dans une semaine, il n'y a pas que 4 repas de midi. Donc, voilà, on l'interprète comme ça. Effectivement, voilà. Des fois, les flous de la réglementation sont aidants pour nous aussi, pour le coup. Complètement. Donc, en fait, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les croyances, en fait. Il y a eu beaucoup de croyances et on s'est interdit beaucoup de choses. Et là, vraiment, je vous engage, on vous le transférera, mais il y a eu les nouvelles recommandations sur la diversification où je ne sais pas qui de vous l'a vu, mais effectivement, aujourd'hui, on recommande de donner des légumineuses plus tôt aux jeunes enfants, alors qu'on les avait un peu proscrites jusqu'à 18 mois. Il valait mieux éviter les lentilles, tout ça, parce que c'était des potentiels allergènes ou des produits qui étaient des fibres difficiles à digérer. Aujourd'hui, on recommande d'en donner plus tôt aux enfants pour que leur tube digestif, leur appareil digestif, leur microbiote se structure et être en mesure de digérer correctement ces légumineuses. Et ces céréales complètes. Donc, ça va vraiment dans le sens de tout ça. Moi, quand j'ai eu un échange avec Stéphanie pour préparer ce temps-là, j'ai été abasourdie de voir que vous aviez commencé par un projet 100% végétal. Donc, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Et finalement, vous avez fait le chemin inverse. Vous avez un peu mis de protéines animales dans les repas pour mieux correspondre aux attentes de l'extérieur. Et c'est très bien. Enfin, vous avez su vous adapter aussi. Bon, vous avez un tout petit peu augmenté votre impact, mais vous avez aussi, enfin, augmenté, vous avez un peu plus d'impact sur l'environnement que ce que vous n'aviez, mais vous rameutez plus de monde aussi, et je pense que vous faites monter plus de monde dans le train avec vous. Donc, non, moi, j'étais vraiment estomaquée. Bravo. Hein. Merci. Merci Claire du coup pour ces retours et merci Stéphanie. Sur les commentaires, il y a Bernadette Zé qui indique « Après, chaque PMI a ses normes ». Alors là, pour répondre à ça, est-ce que Claire, tu veux… Oui, alors… Aujourd'hui, il y a les décrets qui sont en train d'harmoniser, le décret Norma qui est en train d'harmoniser pour partie un certain nombre de données. Sur l'alimentation, pas grand-chose ne sera sorti. Et effectivement, les PMI peuvent avoir des visions différentes. C'est pour ça qu'on vous accompagne en vous donnant des éléments pour les faire progresser. Oui, il va falloir que vous les fassiez monter en compétence sur ce sujet et qu'ils comprennent les enjeux. Mais vous voyez, la question de la diversification en intégrant les légumineuses et les céréales complètes, c'est un point très positif. Les recommandations du GEMRCN qui demandent de réduire la quantité de protéines au global pour l'assiette des enfants, c'est des grammages qui sont tout petits. Ça aussi, ce sont des documents officiels que vous pouvez donner au PMI. Après, sur la question du potager, donc ça concerne un autre pan de la séquence biodiversité qu'on a travaillé, c'est le contact des enfants avec la nature. Et aujourd'hui, il y a énormément d'éléments qui montrent que, oui, il faut que les enfants soient au contact de la nature. Après, j'ai envie de dire, pour manger les produits du potager, donc je ne sais pas si c'est la PMI, vous parliez de la PMI pour manger les produits du potager. Si c'est le cas, vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration en 3 exemplaires à chaque fois que les enfants mangent 3 fraises dans le jardin, quoi. Ils les mangent et puis voilà. Bon. Donc, je ne sais pas la PMI sur quel sujet vous aviez peut-être un peu des questions. En fait, ils ont tous des lectures différentes et effectivement, nous, on n'a aucun problème pour leur faire manger, on va dire très facilement les choses où ils vont dans le jardin, ils trouvent une tomate, ils la mangent, ils trouvent une fraise, ils la mangent. Après, où c'est beaucoup plus compliqué, où là, on tombe sur les normes HACCP, sur la transformation des aliments, c'était aussi garder 100 grammes, de faire attention de ne pas utiliser d'œufs dans les trucs, mais après, c'est comme si on faisait de la pâtisserie dans la crèche. C'est surtout ça, ce qui nous impose au niveau de la PMI. Et après, ce n'est pas tant un problème de texte de loi,
les normes, en fait, c'est une question de lecture des PMI. Nous, on est même embêtés sur les diplômés dans le 92 avec la PMI du 92. Donc, c'est en fait des lectures qui sont différentes et qui nous imposent. Okay. Après, sur tout ce qui est alimentaire, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des prestataires qu'on n'a pas forcément main mise dessus et que c'est des fois pas forcément ce qu'on veut. La seule possibilité qu'on ait, c'est effectivement de changer le goûter. Mais c'est déjà beaucoup. Et c'est ce qu'on était en train de réfléchir. Je pense qu'avant de parler aussi parents, c'est parler équipe. Il y a quelque chose qu'on était en train de parler, que ça fait longtemps que je n'avais pas mis en place. C'est montrer aux équipes aussi ce que c'est 10 grammes. Parce qu'au tout début, les enfants, ils ont besoin de 10 grammes de protéines. Et que quand on voit ce que ça représente, 10 grammes de viande, bien souvent, les équipes sont tentées d'en mettre beaucoup plus. Et ne serait-ce que ça, sur l'éducation du grammage de protéines, déjà de leur montrer ce que ça représente, c'est déjà aussi de faire un premier pas sur une éducation alimentaire. Et après, bien sûr, travailler en agriculture raisonnée, en lien court pour tout ce qui est repas, bien sûr, c'est à favoriser. Voilà, pour plus gros. Alors, j'ai juste plusieurs choses. Il n'est pas interdit d'utiliser des œufs en cuisine. D'accord. Il faut juste avoir des précautions, s'assurer que l'œuf est de bonne qualité. Oui, et s'il arrive quelque chose, c'est la directrice qui est responsable, hein, quand même. Oui. Il arrive une tiaque sur la crèche, c'est la directrice qui est responsable, qui a dit qu'elle pouvait utiliser les œufs. Il faut quand même le savoir. On ouvre des parapluies pour tout à l'heure actuelle. Donc, voilà. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. De toute façon, la directrice est responsable de tout. Donc, ça, je suis 100% d'accord avec vous. Hein. C'est le directeur qui est responsable absolument de tout ce qui se passe dans la crèche, et éventuellement le gestionnaire, donc le maire de la ville ou le directeur, l'élu, ou le directeur de la structure, de l'association ou de l'entreprise. Donc, je suis 100% d'accord avec vous. C'est juste pour rappeler, il n'est pas illégal d'utiliser des œufs en atelier cuisine ou dans la cuisine de la crèche. Hein. Mais effectivement, on engage sa responsabilité. Il faut casser l'œuf dans un contenant à part pour s'assurer qu'il est sain, à l'odeur, hein, ça se travaille comme ça. Ensuite, je suis 100% d'accord avec vous. Chaque PMI a sa lecture et on est vraiment là pour vous aider à identifier les leviers pour vous accompagner sur la question des PMI, et notamment la PMI du 92, on les connaît bien. Si on peut envoyer des éléments à des contacts de PMI que vous avez pour leur donner un petit dossier qui leur permettrait de comprendre les démarches que vous allez mettre en œuvre, on le fait avec grand plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec ces PMI. Aujourd'hui, on est connu et notre démarche est bien référencée dans ces PMI. Donc, alors, surtout, n'hésitez pas. Concernant l'usage des œufs, moi, je fais les courses moi-même pour la crèche. Et par exemple, les derniers œufs que j'ai achetés, c'était dans une ferme locale. La ferme, elle a écrit, en fait, quand on prend les œufs dans notre boîte, il y a le numéro de lot. Alors moi, j'ai fait la photo de la petite pancarte qui était inscrite, en fait. Donc, il y a le numéro de lot et on a un cahier de suivi avec tous les lots de tous les produits qu'on achète. Donc, que ça soit à la ferme ou à la grande surface du coin, c'est la même chose. Il y a des numéros de lot. Donc, les œufs, comme le reste, en fait, il y a des numéros de lot qui disent qui sont bons de telle date à telle date avec le lot s'il y a quoi que ce soit. Donc, même dans une ferme, il y a des règles, ce qui n'empêche pas, du coup, d'utiliser des œufs au même titre qu'on utilise des yaourts ou autre chose, en fin de compte. Et après, effectivement, le fait de les casser dans un récipient à côté pour s'assurer, effectivement, qu'il n'ait pas eu de soucis. Mais il n'y a pas de contre-indication plus que ça. Après, il y a de la volonté de s'impliquer. Alors, il y a toujours, de toute façon, quand on travaille auprès des enfants, une part de risque à prendre. Après, une fois qu'on a vérifié toutes les différentes étapes de santé qu'on pouvait identifier, après, il y a peut-être un petit risque, mais dans la vie en général, il y a toujours une petite part de risque à prendre. Après, c'est vrai que la lecture
du code de la santé publique fait par la PMI d'un endroit ou d'un autre, c'est des histoires d'interprétation de personnes, ça c'est vrai aussi. Mais les œufs, en tous les cas, s'ils sont tracés comme le reste, a priori, il n'y a pas de danger plus que d'autres choses. Après, je pense qu'on a chacun notre expérience. Moi, j'ai été sensibilisée à une suspicion de TIAC par notre prestataire. Je peux vous assurer que quand vous avez les ARS, le service des DPP qui vous déboule sur la crèche, vous n'êtes pas chaude pour jouer avec les œufs qui peuvent être remplacés par de la compote. Donc, très sincèrement, je pense que l'implication, je pense qu'en tant que directrice, si on est toutes là, c'est qu'on est toutes impliquées. Mais voilà, il y a des choses où je pense que voilà, on peut faire autrement et ça dépend aussi de l'expérience qu'on a eue. Moi, très sincèrement, suite à ça, les œufs, on peut faire aussi autrement et les gâteaux sont tout aussi bien. Ah ben oui, en plus, là, vous avez, du coup, vous faites un produit avec encore moins de produits animaux, donc c'est top. Non, non, il y a aucun. C'est super de remplacer les œufs par de la compote ou c'est génial. Hein. Mais c'était juste pour, voilà, juste dire, ça n'est pas illégal, voilà, d'utiliser des œufs. Mais effectivement, surtout que chacun déploie les solutions en fonction de sa propre expérience. On n'est pas du tout en train de dire il faut uniformiser, etc. Hein. Là, ce qui est génial, c'est vos témoignages et de montrer le champ des possibles. Et ça, en termes de biodiversité, d'impact climat et de transformation de notre société, c'est fondamental. Gardons toutes vos expériences. Surtout, n'uniformisons pas tout. Ça serait une catastrophe. Voilà. Donc, gardons chacune vos expériences. Je voulais juste, moi, rappeler, ce n'est pas interdit et que ceux qui veulent le font, ceux qui ne veulent pas ne le font pas. Et plus il y a d'intermédiaires, plus c'est peut-être complexe à mettre en place aussi. C'est-à-dire quand il y a plein de prestataires, c'est plus difficile de vérifier, d'avoir une vision quand même plus de sécurité. Hein. Quand on arrive à être en circuit plus court, c'est peut-être plus facile que quand il y a X entreprises qui interviennent. Merci Stéphanie et merci Claire du coup pour ces échanges. Je vais me permettre de vous couper parce qu'on va arriver à bout de notre temps. Il nous reste 2 minutes. Je suis ravie d'avoir que vous ayez pu débattre avec Bernadette également et puis que les participants aient pu participer sur le chat. Je vous rappelle qu'on a des temps d'animation qui sont prévus toutes les semaines et notamment ce vendredi-là, on a un temps d'animation autour de l'alimentation. Donc, c'est les fameux appels du réseau qui vous sont proposés toutes les semaines. Je vous invite à y participer pour poursuivre le débat, puisque c'est un débat très intéressant et sans fin. Il y aura toujours des choses à dire, mais je vais me permettre de clôturer ce temps-là, puisque l'objectif était de vous présenter les enjeux, vous présenter les types d'actions qu'on peut mener, que vous pouvez mener au sein de vos structures en tant que professionnel de l'enfance et de la petite enfance. Et du coup, on souhaite vous partager quelques dernières informations avant de se quitter. On va lancer un sondage destiné au réseau pour connaître un peu plus vos pratiques autour de l'alimentation, mais aussi vos freins, les freins qui peuvent être exprimés autour de vos pratiques par l'équipe, par les parents, par la direction, par le prestataire. Voilà, donc je vais vous partager un petit lien dans le chat. Le sondage prend 5 minutes à être rempli. Hein. On vous le repartagera dans la lettre du réseau et dans le mail de remerciement, mais n'hésitez pas à cliquer dès maintenant sur ce sondage-là pour commencer à le remplir. Ensuite, je vais vous parler de nos prochains événements parce que, comme vous l'a dit Claire, il va se passer pas mal de choses par la suite. Donc, ce jeudi, toujours dans le cadre de la séquence alimentation et du premier volet, on accueille Marc Duchumy, qui est un agronome assez célèbre, pour une conférence virtuelle. C'est jeudi soir de 19h à 20h30. Donc, la thématique, c'est pour une agriculture durable et respectueuse de la planète. C'est un événement qui est gratuit, qui va être donc en ligne via Zoom et qui est ouvert au grand public. Donc, n'hésitez pas à participer, puis à transférer aussi à votre réseau, aux professionnels de vos structures, aux parents. Et au PMI. Au PMI aussi. Merci. Ouais, n'hésitez pas à transférer très largement à
à qui veut bien, qui s'intéresse à ces sujets et même qui ne s'y intéresse pas. Voilà, diffuser largement. Après, dans un second temps, donc dans 2 semaines, on a nos journées réseau qui commencent. La première aura lieu à Paris le 12 octobre. C'est une journée en présentiel destinée au réseau. Donc sur le temps de la matinée, on a des ateliers d'échange de pratiques et sur l'après-midi, on a une table ronde avec un repas convivial tous ensemble. On aura aussi un temps créatif. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est des temps importants du réseau. On se voit en présentiel et c'est très chouette. Et un repas végétarien. Exactement. Et sans déchets. Exactement, sans déchets, c'est très important aussi. Ça va de pair. Voilà, donc pour nos événements, je vous partage le lien pour vous inscrire. Bien sûr, je vous le renverrai d'ici là, puisque je veux absolument que vous participiez. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à faire participer des membres de vos équipes. C'est très important aussi de faire participer des membres de vos équipes qui sont moins impliqués dans le projet. Ça leur permet de prendre de l'inspiration, de rencontrer le réseau et de prendre connaissance de ce qui se passe ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, le troisième et dernier élément, comme on l'a fait au printemps, on a lancé des défis pour vous solliciter sur les thématiques qu'on avait lancées, notamment un carré pour la biodiversité ou plante ton slip. On va de nouveau lancer des défis, dont le premier commencera cette semaine et pareil sera ouvert au grand public. C'est un défi qui s'intitule Lancer son potager d'automne, qui est destiné à toutes les structures, que vous ayez un extérieur ou non. On va vous défier pour que vous puissiez lancer un potager d'automne à partir du mois de fin septembre, début octobre. Et donc, ce défi durera quelques mois. On sera friand d'avoir vos photos. Et bien sûr, sur ces défis, l'intérêt est de faire participer les enfants, les professionnels et les parents, si possible. On vous donnera plus d'informations prochainement via les réseaux sociaux, donc notre page Facebook que je vais vous repartager. Et bien sûr, via la lettre du réseau qui sera envoyée prochainement. Hop. Je vous renvoie le lien là, notre page Facebook. Il est 14h02, on a 2 minutes de retard. J'espère que ce temps vous a plu. Je voulais voir un peu avec vous si ce temps vous a plu. Donc, si ce temps vous a plu, n'hésitez pas à faire de 1 à 5. Vu que vous avez vos caméras allumées, vous pouvez nous faire un petit signe pour voir si ça vous a plu. Alors, il y a Laurence qui n'a vachement plu, Daniel aussi, Pauline, elle est à fond. Super, bah merci beaucoup. C'est super d'avoir vos retours. Voilà, merci beaucoup. Top. Et ben, je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve très vite pour d'autres temps à distance et en présentiel. Et d'ici là, n'hésitez pas à revenir avec nous si vous avez des questions, à vous connecter à l'appel du réseau de vendredi. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.